Satoru Gojo est de retour et lui comme Sukuna se prépare à l'affrontement prévu le 24 décembre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 222 de Jujutsu Kaisen. Un chapitre qui fait parler de lui en bien et en mal, on va voir tout ça. Avant de commencer, effectivement la review devait sortir hier, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, un truc que j'avais pas repéré dans le chapitre et qui changeait une bonne partie de la vidéo. Donc j'ai dû recommencer et du coup forcément ça a pris un peu de retard. Du coup on commence. Le chapitre s'ouvre sur Urome donnant les doigts restants à Sukuna, enfin à l'exception d'un doigt probablement en possession de Satoru Gojo, qui l'aurait gardé pour retarder indéfiniment l'exécution de Yuji. Effectivement, puisque Gojo n'avait pas l'air de vouloir laisser Yuji se faire exécuter, c'était pas prévu dans ses plans à première vue. Sukuna semble se régaler de ses doigts, tout en nous affirmant que justement Gojo n'est pas du genre à rester sans rien faire en attendant que le temps s'écoule. Et d'ailleurs vous allez voir que le fait d'agir ou non va être très important dans ce chapitre. Et il a raison, l'exorciste le plus fort souhaite modifier complètement les règles de l'exorcisme et mettre en avant justement les jeunes tout en les laissant libres, puisqu'actuellement c'est pas totalement le cas quoi. En gros, à bas les vieilles méthodes des dirigeants et bonjour la liberté des jeunes. Les vieux c'est bon, ils cassent les pieds là, à leur exécuter tout ce qui gêne. Urome de son côté se rappelle bien du coup qu'il s'est pris et même avec son sort d'immersion, il n'a pas pu complètement guérir sa blessure. C'est dire à quel point Satoru Gojo tape fort, mais bon ça on le savait, on a déjà vu comment il avait détruit Anami à Shibuya, il restait que dalle. D'ailleurs ça va être très beau à voir ça en animé. Enfin beau, ce qui reste. Pour en revenir au doigt manquant, ce n'est pas un problème. Sukuna possède de quoi compenser, et peut-être même compenser un peu plus finalement, c'est à voir. Son ancien corps momifié, que Kenjaku a récupéré et lui a rapporté en cadeau. Il s'agit d'une momie Shibutsu, une pratique des moines bouddhistes qui permettait de conserver le corps dans un état très bon en attendant la venue de Bouddha. C'est assez ironique quand on sait que Sukuna est considéré comme étant un envoyé de Bouddha dans le Nihonshoki. Malgré tout, il semble qu'il y ait un sens caché derrière tout ça, au vu des paroles de Sukuna avant de grailler sa propre tête. Le mec, il y a pas longtemps il bouffe le bras d'un ange, maintenant il se bouffe sa propre tête quoi, sérieux. Ainsi, il est probable que le Sukuna actuel, ayant dévoré son corps, soit plus puissant qu'à son apogée de son vivant. Bien sûr, ça reste que théorique, puisque ici Sukuna a dit justement qu'il avait largement de quoi compenser. Mais du coup, on sait pas trop à quel niveau. Est-ce que c'est à 19 doigts et demi ou est-ce que c'est au-dessus de 20 doigts? C'est quelque chose, du coup, on n'a pas confirmation. Je pense que pour que ce soit intéressant, il doit être plus fort qu'à son apogée. Cela devient donc forcément intéressant et l'affrontement avec Gojo se fait encore plus attendre. Et on va pas attendre très longtemps. Passons maintenant du côté de Kenjaku, regardant la télé, ou plutôt jouant à un jeu vidéo. Comme l'avait dit d'ailleurs mon collègue youtubeur Serialcha, justement comme quoi Kenjaku apparaissait souvent en train de jouer, c'est un truc que j'avais pas remarqué, mais effectivement, c'est un joueur, c'est quelqu'un qui, voilà, il aime jouer, et chaque apparition importante du personnage, il est en train de jouer à un jeu de société, que ce soit du Monopoly ou ici un jeu vidéo ou autre. Mais voilà, c'est quand même intéressant cette mise en scène autour du personnage. Et du coup, il est sur son point abandonné et demande à Kogane combien de joueurs sont mordus à une suppression de sort, qui, je rappelle, arrive lorsque l'exorciste ne tue personne dans le temps imparti, ou plus précisément lorsqu'il n'a 0 point dans le temps imparti. Ainsi, 61 joueurs sont morts d'une suppression de sort. Kenjaku est alors en pleine réflexion sur la psychologie humaine. En effet, quel est le plus effrayant entre mourir et devoir tuer? La question est complexe. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais selon Kenjaku, c'est ni l'un ni l'autre. Ils ont simplement évité la question et n'ont probablement rien fait. Cependant, grâce à la règle de Yoguruma, il aurait été possible d'éviter ces deux possibilités, c'est-à-dire soit tuer, soit être tué. Enfin, être tué, bon, encore, ça aurait pu être possible, quoi. En effet, le fait de pouvoir échanger des points permettait de passer pour un meurtrier, sans pour autant en être un, puisque les joueurs auraient eu des points sans avoir eu à tuer. Selon Kenjaku, ce résultat serait dû au fait que pour les habitants du Japon,
Ils n'ont aucun pouvoir sur leur propre monde et ne peuvent choisir seuls, même lorsque leur vie est en danger. Après tout, pour la plupart, le choix faisant peur, il est plus sûr de ne rien choisir et d'attendre. Cependant ici, ça leur aura coûté la vie. C'est une certaine leçon de vie. Les Japonais sont considérés ici comme des animaux par Kenjaku, devant juste obéir et n'ayant aucune liberté même face à la mort. Ce n'est pas à eux de décider de leur sort, en quelque sorte. Finalement, pour évoluer, il faut choisir. Le premier pas correspond ici au premier choix d'une longue série permettant d'évoluer. Ceux étant incapables de choisir sont méprisables pour Kenjaku, considérant que même la mort est une option lorsqu'on est au bord du gouffre. Finalement, tout ceci est adressé à Tengen, lui qui semble avoir attendu de nombreux siècles sans jamais faire le moindre choix, attendant juste que le temps fasse son œuvre. Et justement, on en revient par rapport à ce début de chapitre où tu avais Kenjaku qui nous disait justement que Gojo, lui, au contraire, était du genre à choisir, et même assez rapidement. C'est quelqu'un qui est vraiment très actif, là où on a un Tengen qui est lui très passif. Très intéressant comme parallèle dans ce chapitre. Passons maintenant du côté de notre exorciste national, apprenant la mort de Nanami malheureusement, et nous rappelant qu'ils ne sont désormais plus que 3 à représenter l'ancienne génération de Tokyo, du lycée d'exorcisme de Tokyo. Enfin, il y a une 4ème personne, mais je ne vois pas trop de qui il parle. Peut-être Kenjaku, enfin plus précisément Suguru Geto, ou alors il y aurait une autre personne que l'on ne connaît pas encore, qui est en mission ou quoi. C'est une possibilité. Si vous avez des idées, merci de les envoyer dans les commentaires, ça peut toujours être intéressant de discuter. Gojo pensait que Nanami s'en sortirait, quoi qu'il arrive, mais il faut croire que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, cette discussion morbide se déroule dans un endroit tout aussi morbide. Vraiment, Gege Kutami, je sais pas ce qu'il a avec les mises en scène, mais il est chaud. Mais genre, les mecs, ils ont pas des bureaux, quoi. Les cadavres, ils aimeraient dormir tranquille, à causer ailleurs. En tout cas, Ijishi s'excuse, puisqu'il était énervé de voir Gojo encore en vie après la mort de Nanami. Ce qui a pour effet d'énerver un peu Gojo, qui pensait être un peu plus aimé, mais pas du tout frérot. Mais bon, il l'a harcelé au lycée, donc normal que le binoclard soit pas content. Il s'est fait que voler son goûter quand même, c'est grave. Finalement, Gojo lui demande de se donner à fond pour accomplir son devoir, une mission qu'il lui confie, bien qu'on n'ait pas encore l'information, enfin on ne sait pas quelle est cette mission, mais d'ailleurs lui confie une mission très importante. Ce qui prouve que Gojo fait confiance à Ijishi, et voilà, finalement le lien entre les deux est quand même bien plus fort que ce qu'on peut voir. Rien à voir, mais il a plus besoin de son Bordeaux, Gojo d'ailleurs. Il l'a pas remis depuis qu'il est sorti, alors que normalement, sans lui, son cerveau prend cher. Du coup, est-ce qu'il aurait perdu le 6ème œil d'environ 100 ans enfermé dans la prison? C'est probablement juste une histoire de flemme de dessiner le bandeau, mais je garde ce petit doute sous la main au cas où. Et d'ailleurs, finalement, dans le chapitre, ou même dans le précédent chapitre, à aucun moment on ne le voit avec son bandeau. Et pour moi, voilà, je pense que c'est juste un effet de design, mais je mets quand même une petite pièce sur le fait que voilà, il s'est peut-être passé quelque chose. Bien que voilà, ce serait très très improbable, mais bon, au cas où. Pour repasser à Nanami, Ino a quelque chose à dire. Ino, du coup, donc, le mec qui se balade toujours avec une cagoule sur la tronche, c'est un exorciste ou un criminel ce mec. Pour rappel, il était l'élève de Nanami justement, donc il devait être assez proche de lui. Cependant, on n'aura pas plus de détails sur ce qu'il souhaite dire, justement un message de Nanami ou quelque chose à donner. Mais je pense que ça va être très très important dans le sens où Gojo a reçu, dans le sens où Sukuna a reçu quelque chose de Yorozu. Gojo devrait aussi recevoir quelque chose, probablement du coup de la part de Nanami, pour être un peu équivalent entre guillemets. Même si bon, au final, on s'en fiche un peu, mais pourquoi pas. On se retrouve encore d'ailleurs cette fois pendant un entraînement. Oui, donc on se retrouve encore ailleurs, donc pendant un entraînement d'une sorte de dojo avec Mei Mei, si je me souviens bien, qui lance les paris sur la victoire de Gojo ou Sukuna durant leur combat, puisque maintenant les combats qui étaient considérés comme étant illégaux sont devenus un peu plus légaux, un peu plus legit, et surtout beaucoup plus renommés. Et ce, à cause des incidents de Shibuya. On se rappelle justement de Akari qui avait créé carrément un business avec ça. Mais bon, on s'en fout de ces histoires de fric.
Nous, on veut Yuji qui s'entraîne avec Kusakabe, un grade 1, un peu particulier puisqu'il ne possède pas de sort. Comme pour Yuji. Enfin, c'est ce qu'on pensait, mais cette page nous a tous interpellés. Alors, personnellement, au début, je pensais que c'était une erreur de traduction, et c'est justement à partir de là que j'ai dû recommencer, parce que pour moi, vraiment, c'était juste une erreur de traduction, mais quand je suis allé vérifier, bah en fait, c'était pas le cas, donc j'ai dû réécrire la suite. Du coup, donc, on y voit Yuji, ou plutôt son corps, parler à Yuji. Ouais, c'est un peu étrange. Bon, clairement, c'est un échange de corps. Maintenant, comment ça se fait et de qui ça vient? Il y a deux possibilités qui sont reliées en réalité. Soit c'est Kusakabe qui a utilisé son sort pour renforcer le corps de Yuji avec ses techniques. En ce qui concerne le fait qu'un sort doit être inné et ne peut donc pas être obtenu au cours de sa vie, puisque Kusakabe ne possédait pas de sort jusqu'à présent, il y a une parade à ça, et c'est la traque mortelle. En effet, il est possible d'obtenir un sort en participant à la traque mortelle. Kusakabe l'aurait donc obtenu récemment. Et donc il est en train de s'y entraîner. En ce qui concerne Yuji, ça serait pareil, mais il y a un petit problème. Iguruma a affirmé que Yuji n'avait pas de sort, c'est bien pour ça que son énergie occulte avait été supprimée à la place, même après être entré dans la traque mortelle, et donc celui-ci ne devrait normalement pas avoir de sort. Après, c'est peut-être une technique d'un des fléaux maudits, quoi, qui l'aurait bouffé, peut-être. Ça reste à voir. Mais si c'est le cas, il aurait dû également obtenir les sorts de Sukuna, donc c'est encore un peu particulier, faut voir par la suite. Bien sûr, il est possible qu'il ait eu un sort, hein, mais sans en avoir conscience. Mais après avoir vu Iguruma claquer une extension du territoire alors qu'à la base c'était un non-exorciste, je vois pas Yuji ne pas être conscient de son sort, que le mec c'est un exorciste quoi. Ça me paraîtrait un peu étrange, surtout un génie comme Yuji au niveau de l'énergie occulte. Je pense donc qu'il s'agit plutôt d'un sort de Kusakabe, et donc c'est un troll de Gegakutami. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. On en arrive donc à Yuta et Inumaki qui se baladent dans un endroit un peu sombre avec des piliers, donc une salle un peu particulière, et discutant de ce qui s'est passé avec Yuji à Shibuya, ou plutôt Sukuna, puisque Yuji n'était évidemment pas conscient et personne ne lui en veut pour ce qu'il s'est passé. Yuta s'est occupé de cette mission justement d'exécution de Yuji, justement pour pouvoir protéger Yuji du conseil des exorcistes qui voulait exécuter avec l'absence de Gojo. Finalement, le temps passe et on en arrive à ce fameux 24 décembre. Et d'ailleurs là, justement, on va revenir sur la polémique comme quoi le chapitre a rush et donc a skip 2 mois. Alors pour moi, je pense que c'est volontaire ici. Ça a pour but de cacher les entraînements justement qui sont déroulés durant ces 2 mois, les choses qui auraient bougé. Et donc ça reviendrait probablement sous forme de flashback durant les différents combats qui pourraient avoir lieu dans cet arc. Et en même temps, par rapport au rush du manga, alors beaucoup de gens effectivement sont par rapport au fait que ça rush trop. Personnellement, j'ai une idée un peu différente par rapport à ça. Pour moi, le rush dans JJK, je trouve ça plutôt bon. Alors ça va peut-être certes un peu vite, mais j'aime bien dans le sens où voir Yuji et Gojo aller grailler un kebab à Lidl, ça m'intéresse pas trop. Franchement, moi, justement, sur JJK, je m'ennuie pas. J'attends mon chapitre une semaine, voire 2 semaines parfois. Mais quand je reprends, ça va direct à l'essentiel. Et ça, j'aime bien, tout en développant quand même les personnages. Donc personnellement, je trouve que le rythme est plutôt bon. Alors peut-être certes faire un petit peu plus lent, un petit peu plus de transition, mais en même temps trouver des transitions intéressantes. Donc des entraînements ou des choses comme ça, et pas juste du blabla avec Inumaki qui va goûter toutes les sortes de saumon au monde. Du coup donc voilà, c'est mon avis, après chacun peut avoir le sien, attention, il n'y a absolument pas de critique par rapport à ça. Du coup, Sukuna et Kenjaku préparent leur plan d'attaque. Kenjaku devra chasser les joueurs restants pendant que Sukuna se battra contre Gojo. Urome presse Kenjaku de s'en aller, puisqu'il veut rester seul avec Sukuna, mais celui-ci affirme qu'il n'était pas aux côtés de que s'il n'était pas aux côtés de Sukuna, il aurait clairement été tué par Gojo, affirmant justement sans problème qu'il n'a aucune chance de battre le roi des exorcistes. Mais même sans Gojo, Kenjaku ne souhaite pas bouger aujourd'hui. Il attend la défaite de Gojo, car si cela devait arriver, les élèves de l'école d'exorcisme, ainsi que globalement les autres exorcistes, seraient forcés de combattre Sukuna en espérant le battre pendant qu'il serait affaibli, et probablement à court d'énergie occulte.
Cela veut dire que Kenjaku serait alors libre de bouger comme il le souhaite, et donc de continuer ses magouilles et de faire un petit carnage quoi. Du côté des gentils, les élèves se demandent comment encourager leur prof préféré, mais aucun d'eux ne trouve les bons mots, bien que d'après Yuta, ce n'est pas important, puisqu'il sera heureux dans tous les cas. Maki, elle, affirme que s'il répond quelque chose d'autant d'orgueilleux, elle le finira avant Sukuna. Assez drôle quand on sait que la seule personne à avoir failli tuer Gojo, c'est Toji. C'est assez marrant. Et finalement, le voilà accompagné des profs de l'école de Kyoto, Satoru Gojo, sérieux comme jamais et ne portant toujours pas de bandeau, bien que cette fois ce soit compréhensible au vu de l'adversaire. Il a peut-être pas non plus foutre de la gueule de Sukuna, quoique dans le dernier chapitre, il s'en est pas gêné. Alors que les élèves se demandent quoi dire, l'un d'eux réagit naturellement, et c'est évidemment Yuji, disant à son maître que son sort le gêne. Et oui, l'infini le gêne pour pouvoir l'encourager avec une bonne tape sur l'épaule entre mecs. Bon, il y a Maki aussi, mais bon voilà. Gojo désactive alors son sort pour permettre à ses élèves de l'encourager. Tous s'y mettent, et d'un coup, on peut sentir qu'ils adorent tous leur prof. Aucun d'eux n'a pu manquer l'occasion. Même les autres exorcistes ne peuvent pas s'empêcher de l'encourager à l'unisson. Et pourtant, et plutôt qu'une réponse arrogante, le chef du clan Gojo préférera faire sobre avec un bien reçu, armé d'un sourire confiant. C'est simple, mais c'est efficace. La bataille est sur le point de commencer et on va en avoir pour nos yeux. Passons maintenant aux théories et questions. Tout d'abord, j'aimerais parler du cas Nobara, oui encore. Parce que, après tout, à aucun moment Gojo n'en a parlé. Il a parlé de Nanami, mais à aucun moment de Nobara. Et jusqu'à présent, à aucun moment non plus, il n'a été confirmé à 100% qu'elle était bien morte. Je la vois donc revenir dans la partie durant ce combat final, probablement aux côtés de Yuji pour affronter Kenjaku. En ce qui concerne le résultat de Gojo vs Sukuna, je vais pas passer par 4 chemins. Selon moi, Gojo ne mourra pas ici pour 2 raisons. Premièrement, la fin du manga n'a pas encore été datée, tout du moins à une date proche. Il est donc peu probable qu'il reste un truc du genre 10 chapitres avant la fin. Je pense donc que ça sera un match nul. Deuxièmement, il a été dit par l'auteur il y a quelques temps que Gojo avouerait à Megumi qu'il a tué son père. Or cela n'a pas encore été fait. Cela veut donc dire que Gojo et Megumi vont de nouveau pouvoir se parler. De plus, il a été dit indirectement que Yuji peut encore enfermer Sukuna en lui. Donc, ainsi, Sukuna se retrouverait de nouveau enfermé en Yuji, d'une manière ou d'une autre. Sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir précisé cela. Bien sûr, cela n'est que mon avis. Chacun libre d'avoir le sien, mais restez respectueux dans les commentaires au moins. Bien sûr, il est aussi possible que Yuji récupère Sukuna justement si l'échange de corps vient bien de lui. À ce moment-là, on pourra avoir une multitude de théories possibles par rapport à ça. En tout cas, j'espère que le chapitre vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.